Ben, midi 2, écoutez, je suggère qu'on commence. Le temps est précieux pour tout le monde et ce qu'on veut, c'est s'assurer de terminer à 13 heures parce que j'en suis certain, on a tous un autre Zoom ou un Team qui va commencer à 13 heures pour la plupart d'entre nous. Alors, écoutez, bienvenue à tout le monde. On est vraiment super content que vous vous joigniez à nous ce midi pour une nouvelle formule qu'on lance, un open mic sur l'agilité, l'agilité en entreprise dans dans ce temps de crise. Ceux qui nous ont suivis, donc qui ont suivi un peu Talsum dans les dernières semaines, on a fait depuis le début de la crise, depuis le début du confinement, plusieurs webinaires sur différents sujets. Dans un mode, si on veut, un peu webinaire traditionnel qui était très unidirectionnel, donc on donnait de l'information, on passait des PowerPoints. Ce qu'on a voulu faire à partir de maintenant, c'est changer un peu la formule et se dire, ben, est-ce qu'on peut entrer dans un mode discussion? Il y a encore plusieurs questions qui subsistent chez les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs, sur quoi faire, comment s'adapter, comment naviguer à travers la crise. Donc, on s'est dit, bien, ça serait le fun de répondre aux questions et d'avoir un dialogue. Donc, on démarre aujourd'hui une nouvelle série comme je dis, d'événements open mic avec notre partenaire qui est Mosaïque. Mosaïque, donc, qui est l'école de la créativité, le pôle de créativité, excusez, le pôle de créativité et d'innovation DHEC, et qui a d'autres partenaires, dont Via. Donc, on s'est dit, lançons cette nouvelle formule-là, très décontracte. J'espère que chaque personne a son sandwich, sa salade. On va essentiellement dîner ensemble et discuter entre des bouchées. Nous, on a mangé un petit peu avant ou un petit peu après, là, donc on garde notre bouche libre, mais j'espère que vous allez prendre le temps de manger. Alors, encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de cette fameuse agilité-là. Il y a de l'emphase qui est mise sur la nécessité pour nos entreprises de se transformer à travers la crise. En fait, pour mieux faire face à la crise et pour mieux rebondir une fois que la crise sera terminée, pour que nos entreprises soient essentiellement, puissent même devenir plus performantes qu'elles l'étaient avant. Maintenant, c'est beau de dire qu'on doit se transformer, c'est beau de dire qu'on doit innover, c'est beau de dire qu'on doit devenir plus agile parce que dans un monde où la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On ne sait pas les événements qui vont nous frapper. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ben oui, l'agilité devient un incontournable. Ça fait des années qu'on parle de l'importance de rendre nos entreprises plus agiles. Maintenant, c'est devenu, comme je l'ai dit, incontournable. On doit le faire pour être en mesure de passer à travers les événements qu'on vit. Encore une fois, cela étant dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? C'est le sujet de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Et pour avoir cette discussion-là, donc, il y a deux personnes de renom, en fait, et des experts dans le domaine qui se joignent à moi. Premièrement, Laurent Simon, qui est professeur titulaire en entrepreneuriat et innovation au HEC. Il est aussi co-directeur de Mosaïque, le pôle de créativité et d'innovation de HEC Montréal. Il est impliqué dans de nombreux projets de recherche sur les communautés, les écosystèmes d'innovation en santé ou en mobilité durable. Et il est aussi responsable de la maîtrise en gestion de l'entrepreneuriat et de l'innovation et de plusieurs programmes exécutifs pour des entreprises comme Ubisoft et Genentech. Ça a été aussi mon formateur en design thinking quand j'ai suivi le cours HEC. Alors, bonjour Laurent. Et on a aussi Sean Schofield, qui, lui, est Senior Advisor Innovation et Business Transformation chez Via. Pendant le confinement, en fait, Sean est le père de deux bébés jumeaux. Alors, je te lève mon chapeau, j'en ai pas, mais ça doit être quelque chose. Et il va aussi, je pense, adopter un chien, en plus de ça, un bébé chien dans les prochaines semaines. Alors, vous allez vraiment avoir un full house, comme on dit, et probablement que tu vas peut-être avoir hâte de retourner dans les bureaux de Via Rail. Faire sa part, donc,
Il a développé, il a monté l'équipe d'innovation chez Via Rail, une équipe qui est reconnue non seulement à travers Via Rail, mais à travers les 10% des plus grandes entreprises au niveau de l'engagement pour l'équipe d'innovation. Et ils sont responsables de plusieurs projets qui ramènent énormément de valeur chez Via Rail. On peut demander de 3 de retour pour chaque dollar qui est investi dans les projets d'innovation. Donc, il a une très, très grande expérience dans l'innovation, dans l'agilité et dans l'opérationnalisation de toutes ces questions-là. Alors, bienvenue Sean. Alors, pour le déroulement de la session, ça va être très, très simple. Je vais commencer par passer la parole à Laurent qui va nous faire une introduction, nous mettre en bouche sur le sujet et qui ensuite de ça va passer la parole à Sean qui va nous parler un petit peu de comment c'est vécu chez Via Rail, nous parler de son expérience. Encore une fois, ce qu'on veut, on veut une discussion, on veut un échange. Donc, à tout moment, n'hésitez pas à poser une question à travers le chat ou aussi, vous pouvez lever la main. Et donc, moi, je vais être là et je vais gérer les questions qui m'ont montré sur le chat. Si vous êtes courageux, on ouvre les lignes, donc n'hésitez pas à poser la question. À ce moment-là, je vais voir que vous avez levé la main et à ce moment-là, je vais démuter, excusez l'expression, votre micro pour que vous puissiez parler. Alors, sur ce, écoutez, on se lance dans cette nouvelle formule-là. J'espère que vous allez apprécier. Moi, déjà j'aime ça. Alors, écoute, Laurent, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Olivier et à l'équipe de Talsom de nous accueillir virtuellement aujourd'hui. Très heureux aussi que Talsom nous ait rejoint parmi les partenaires de Mosaïque. Donc Mosaïque, pôle créativité et innovation à HEC Montréal, de la recherche, du transfert, de la formation sur la chaîne de valeur de l'innovation, gestion des connaissances, gestion des idées, gestion de la créativité. Alors comme Olivier nous l'a rappelé, on le sait, nous sommes en crise. On entend de plus en plus parler du nouveau normal. Moi, je voudrais plutôt reprendre l'expression d'un sociologue qui s'appelle Ziauddin Sardar qui parle de post-normal. Post-normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus aujourd'hui faire l'hypothèse d'un véritable retour à la normale. On ne peut plus faire cette hypothèse de la stabilité. On va devoir s'habituer à vivre avec la crise, mais surtout à vivre avec les crises. Et de ce fait, du point de vue des organisations et de la gestion, on peut considérer qu'on est en état de crise permanente depuis plus de 40 ans quasiment. Les perturbations, on les connaît, perturbations liées au développement technologique, perturbations liées à la mondialisation, à la pression concurrentielle, aux évolutions des pratiques de consommation. Toutes ces perturbations ont déjà bouleversé nos organisations. Alors, j'ai le rôle du bad cop, je vais faire le professeur un peu, et puis Sean sera le bon cop. En 1978, Edgar Morin, sociologue qu'on connaît, là, qui doit avoir près de 90 ans aujourd'hui, qui commande beaucoup sur la crise aujourd'hui, a publié un petit article qui s'intitulait « Pour une crisologie ». C'est vraiment un article fondateur, et il insistait sur l'idée que notre temps serait celui des crises. Crise systémique, énergétique, environnementale, alimentaire, sociale, économique. Et ces crises, pour lui, étaient provoquées par nos interconnexions et la rigidité de nos organisations. Et c'est un article qui invitait très tôt donc à repenser nos organisations en termes, dans des formes plus organiques, dans des formes plus démocratiques aussi, plus apprenantes et donc plus flexibles. Alors, on est au cœur d'une crise aiguë, ça c'est clair, mais on est en crise multiple en fait depuis 40 ans. Un peu plus même certainement. Nos organisations, elles fantasment souvent sur la stabilité. On fait toujours cette hypothèse d'un environnement simple et stable ou du fait qu'on va bâtir, qu'on va être capable de formater notre environnement et de le mettre à notre main. La crise qu'on vit aujourd'hui, elle montre aussi les impasses de ces perspectives. Cette crise, elle illustre notre myopie collective et puis les limites de la planification aussi à long terme. Ces limites, elles ont été soulignées en particulier par Henri Mintzberg, un très grand professeur émérite à McGill, un des grands gourous de la stratégie, qui dès 1994 soulignait les limites de la planification stratégique et proposait un travail du management sur une vision forte, signifiante et engageante, sur un questionnement constant sur l'utilité des produits et des services, et donc sur la valeur créée, et sur la flexibilité opérationnelle par la participation des employés et pourquoi pas par la participation des clients. Alors l'esprit de l'agilité devrait être compris dans ce sens.
Alors, le concept d'agilité comme méthode, il émerge en fait assez tardivement. Le concept d'agilité, il émerge surtout dans l'univers de l'informatique, dans l'univers des programmeurs, au tournant des années 2000. Il s'agissait à ce moment-là d'une réaction assez forte au modèle de développement séquentiel, au modèle classique aussi de la gestion de projet en cascade, qu'eux-mêmes trouvaient non pratique, trop rigide, inefficace. Alors en s'appuyant effectivement sur les expériences pratiques, entre autres, c'est intéressant, sur celle des hackers, les programmeurs proposaient de travailler plutôt sur des bases de cycles de développement très courts, d'évaluation participative et éventuellement de réorientation des activités. Alors cette prise de recul sur l'action, sur la base d'itérations courtes, et ces réorientations, c'est un élément clé de l'agilité. Parce qu'au fond, ils peuvent nous amener à remettre en cause, jusqu'à l'idée de départ du projet, l'orientation d'un projet. Si effectivement on pense qu'on n'est pas en train de progresser dans le sens de la création de l'utilité, donc de la valeur pour le client, on doit s'autoriser à re-questionner, à apprendre de ce qu'on est en train de développer et à réorienter nos activités. Alors on en a tiré une méthode qui est la méthode agile, que l'on retrouve aussi donc en programmation, mais aussi en gestion de projet. Mais la méthode, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est remise en cause la rigidité des organisations, de leurs plans, de leurs processus organisationnels, ont en fait animé les débats de la gestion depuis, là encore, plusieurs dizaines d'années. Ils sont à l'origine d'une partie du management qu'on a dit à la japonaise, le lean management, avec la route Deming. On planifie, on développe, on contrôle, on ajuste sur des cycles courts. On retrouve ces principes-là dans la qualité totale à la fin des années 80, dans la réingénierie des processus dans les années 90, mais aussi plus récemment dans les années 2000, dans les nouvelles approches de développement de produits, en particulier le design thinking, le développement de services, les sprints, mais aussi dans le Lean Startup, c'est-à-dire la logique du Lean Startup, encore, on a une idée, on se donne des options, on essaie de les concrétiser, on les expérimente idéalement avec le marché, et on recommence un cycle sur la base de nos apprentissages. Alors, brièvement, je voudrais, avant de boucler ce rapide panorama, je voudrais tout de même pointer 5 principes derrière ces approches agiles, que l'on parle de méthode, d'esprit, de management agile ou de leadership agile. Un premier principe, ce serait le principe de vision, c'est-à-dire être capable de réfléchir et de proposer une vision forte, signifiante, engageante, et qui serait l'étoile du Nord qui oriente l'action de tous, en particulier en période de turbulence. Quand les processus ou les opérations ne répondent pas à la commande, on doit pouvoir se rattacher à cette vision, et en particulier, deuxième principe, à la valeur qu'on souhaite créer. Donc, deuxième principe, ce serait le principe de valuation. Dans ces démarches, on va chercher à animer constamment un questionnement sur la valeur dans une perspective essentiellement nourrie par l'empathie pour le client. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de proposer au client? Est-ce que ce que l'on fait est utile au client? Et donc, ultimement, porteur de valeur. On doit se reposer la question constamment parce qu'on est toujours, effectivement, comme on est en développement, en expérimentation, on est toujours aussi à risque de déviation. Troisième principe, ce serait le principe d'itération. C'est en faisant des petits pas et des mises à jour régulières qu'on va pouvoir valider notre capacité, nos progrès, mais aussi notre capacité à progresser et la mise en place des conditions de cette progression vers l'atteinte donc de la valeur. Quatrième principe, puis celui-là il est parfois difficile à mettre en œuvre, c'est le principe de réflexion. Prendre le temps, c'est un des grands paradoxes de l'agilité, mais prendre le temps pour être capable d'accélérer. Prendre le temps de quoi? Le temps du recul. Le risque ici, c'est que bien souvent, dans les méthodes agiles, ce retour réflexif, il devient ritualisé, on s'y consacre pour la forme, et sans nécessairement poser les questions difficiles. Est-ce que ce sont les bonnes orientations? Est-ce qu'on progresse dans le bon sens? Est-ce qu'on est effectivement en train de générer de l'utilité pour générer ultimement de la valeur? Alors, ces questions difficiles de la validation, de l'invalidation et de l'évaluation sont au cœur du processus. Cinquième principe, finalement, qui est essentiel, mais qui est aussi un principe qui est présent dans l'arrière-plan et qu'on peut avoir tendance à négliger parce qu'il peut être effectivement extrêmement perturbateur pour les organisations, c'est le principe de participation. Donc, le principe d'ouverture. On n'est pas agile seul. Être agile, ça va fonctionner par la mobilisation, par la consultation, par l'engagement des employés, par l'engagement de l'équipe dans ces moments de réflexion et de validation. Mais aussi, pourquoi pas, engagement des usagers clients, si on veut s'assurer une véritable validation, un véritable travail de l'évaluation. C'est le client final qui va nous dire si on est effectivement aligné sur son besoin et si on est effectivement en train de créer de la valeur. Et cela reboucle aussi pour moi sur le premier principe, ce principe de vision, parce qu'on devrait se poser la question aujourd'hui de nos pratiques. Est-ce qu'on est capable de coélaborer
c'est nos grandes orientations, notre vision, en ouverture avec nos employés et pourquoi pas en ouverture avec nos clients. Alors, un des grands paradoxes aujourd'hui, c'est qu'on doit être capable de mettre en tension ces grandes visions porteuses, impactantes, de les travailler collectivement, mais surtout de les jouer dans des itérations à court terme, dans des petits pas, dans de l'expérimentation. Alors, sur ce grand panorama, je vais laisser ensuite la parole à Sean, et puis on se permettra éventuellement d'entrer en conversation avec vous tous. Merci encore. Merci, merci. Beaucoup, Oui, c'est vraiment un plaisir d'être ici parmi vous dans le nuage numérique. J'aimerais parler un peu de qu'est-ce qu'on fait dans notre équipe et essayer de vous donner un exemple très concret. Mais si vous avez des questions, des commentaires, on est tous des étudiants. Nous sommes toujours en train d'apprendre. Donc, je vous offre my 2 cents, mais c'est juste mes perspectives, mes pensées. Je trouve que souvent, les idées peuvent se sentir comme un peu abstrait. Donc, c'est quoi vraiment? C'est vraiment deux choses. C'est l'adaptabilité et la vitesse. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut avoir ça? Comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure adaptabilité et plus de vitesse? Mon avis, vraiment, la première étape, c'est de cultiver un mindset qui, pour nous, se penche vers 5 lignes directrices, mais aussi 5 pratiques. Donc, pour nous, on commence avec l'idée que d'avoir raison, c'est un piège. On cherche toujours par où on pourrait commencer. C'est quoi l'hypothèse? Have a hunch. Et on n'essaie pas d'avoir raison. On trouve que de chercher comment on peut s'améliorer, de chercher comment on peut avoir du progrès, c'est plus important que d'avoir raison. Probablement, tout le monde a vu l'image de 7 personnes aveugles qui touchent un éléphant et disent c'est quoi l'animal et 7 personnes à 7 perspectives différentes. Donc, d'avoir raison, c'est parfois une piège qui l'aide pas. Donc, premier principe pour nous, c'est getting better is more important than being right. Le deuxième principe pour nous, c'est vraiment que, surtout au début, les questions sont beaucoup plus importantes que les réponses. À ce stade, dans une opportunité, dans un contexte ambigu, c'est vraiment important de se pencher sur vos questions, sur qu'est-ce qu'on aimerait découvrir, qu'est-ce qu'on aimerait valider et de chercher des questions qui se connectent avec des gens qui te donnent, pour nous, le troisième action, le troisième principe, c'est vraiment go find out. Fais une découverte. Il n'y a pas une source seule de vérité. Pour nous, on pense que vraiment, il y a juste 2 choses. L'empathie, donc le désir d'écouter sincèrement d'autres gens, et les données, le data. Donc, c'est vraiment important de mettre à côté toutes les assumptions de n'importe quel contexte et juste poser des questions et d'avoir un esprit curieux. Le quatrième pour nous, c'est vraiment que la mission est plus importante que les tâches. Ça veut dire que les problèmes ou des opportunités ne viennent pas avec une description de tâches. There's no job description on a problem. Donc, ça veut dire que tous les problèmes sont multidimensionnels. Et vraiment, le but, c'est de chercher un moyen de commencer vite pour trouver une rythme de faire du progrès. Et finalement, pour nous, on a toujours besoin de rappeler qu'on a besoin de rencontrer des gens où ils se sont. Meet people where they are. Souvent, quand on rentre dans un problème ou dans une opportunité, on a déjà plein de pensées en tête et
parfois, si on n'est pas, si on commence pas avec un certain niveau de conscience vers l'autre personne ou des autres gens, ça pourrait être mélangeant, ça pourrait être comme une tempête d'idées, une tempête de questions qui les attaque, qui les déstabilise. Donc, quand tu as cette mindset, tu commences à bâtir un système pour avoir plus d'adaptabilité et un système qui facilite la vitesse. Et vraiment, tu peux voir quand ça roule bien, tu as trois choses. Tu as l'apprentissage en continu. Tu vois le progrès, les résultats versus adhérence à un processus chaque jour ou chaque semaine. Et tu vois dans l'équipe vraiment un focus sur les forces. Donc, j'aime beaucoup le travail de Marcus Buckingham sur les forces. Il y a beaucoup d'évidence qui montre que c'est une des meilleures façons de chercher le plein de potentiel dans chaque personne, c'est d'essayer de toujours rester dans leur zone de force. Marcus calls it a strength zone, mais ça veut dire que tu cherches à comprendre c'est qu'est-ce qui m'énergise, what energizes me. Et quand tu peux passer de plus en plus de temps dedans, tu es plus intuitif, tu as accès à plus de force créative, tu es plus résilient. Donc, vraiment, au niveau d'équipe, c'est de se poser comment est-ce que je peux chercher les forces de chaque personne pour qu'on joue dans nos forces le plus que possible. Dans l'équipe, il y a vraiment trois façons que j'ai vues. L'agilité, l'équipe cross-fonctionnelle avec plusieurs expertises dans la même équipe, des équipes auto-gérées et des processus plus flow to work. Ça veut dire qu'il y a comme un bassin de talents et en fonction du défi, on se crée une team, une cellulaire, une cell temporairement. Dans notre équipe, on est plus les dernières deux. On a un peu de flow to work dans notre équipe et on est vraiment auto-géré. Donc, ça veut dire que notre équipe, on n'est pas vraiment des experts de contenu, on est plus des experts de processus et de méthodes. Donc, pour te donner plus un exemple de comment on s'applique les principes, on a un process à l'intérieur de notre équipe qu'on l'appelait le 3D. Donc, on a besoin de faire une découverte, so discovery, c'est la première étape. On a deux pratiques qu'on aime vraiment. Il y a un processus qui s'appelle l'advise process. Donc, pour l'advise process, dans n'importe quel problème qu'on est invité à chercher ou une solution, on commence avec toutes les parties prenantes et pour une entrevue de peut-être 15-30 minutes et on vise peut-être 5 à 6 questions pour chacune et on cherche d'avoir leur angle du contexte. Ça, c'est juste un exemple dans le processus de découverte, mais on cherche vraiment à comprendre c'est quoi le X. What are we solving for? La deuxième étape, c'est vraiment de développer. Donc, on se crée des prototypes. On cherche de bâtir une communauté pour nous donner de rétroaction sur plusieurs choses. Et la troisième étape, en gros, je suis avec un exemple, c'est vraiment de livrer. Parfois, notre équipe est appelée de livrer un cas d'affaires. Parfois, c'est vraiment juste un sommaire exécutif. Parfois, c'est un produit. Parfois, c'est un processus. Parfois, c'est une métrique. Parfois, c'est une analyse de données. Ça pourrait être plusieurs choses, mais c'est vraiment de comprendre c'est quoi la definition of done, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire de qualité, quelles sont toutes les histoires de l'utilisateur, user stories, et comment on fait le hand-off et la transition vers quelque chose d'autre. Donc, pour te donner juste un exemple. Et dans après, ton exemple, Sean, il y a une question que je trouve intéressante qui est posée, qui
Puis je pense que, évidemment, dans le contexte, tu parles d'aller chercher les forces de chaque personne, donc de focusser sur les forces de chaque personne. Comment vous vivez ça? Comment Oui. c'est faisable dans un monde, justement, de télétravail où il y a une charge peut-être émotive de chaque personne qui peut-être change nos comportements puis nos forces, nos faiblesses? Est-ce que vous voyez une différence dans vos équipes? Mais je dirais que dans ce contexte, il y a deux parties. Il y a une partie qui est comment on gère les opérations quotidiennement et il y a une partie comment on avance vers le futur. Et il est comme une côté opérationnel, mais un côté c'est quoi le nouvel normal. Donc, dans l'équipe, on trouve que la meilleure chose, c'est d'avoir des touch points, des rencontres de 10, 15 minutes chaque une ou deux journées. Juste parler, juste se connecter, juste se voir. Et ça l'aide tout le monde. On peut partager de l'information, on peut partager qu'est-ce qu'on a fait, on peut partager nos craintes, nos espoirs, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, c'est de créer un espace conversationnel pour se connecter parce que c'est vraiment facile à perdre comme le fil conductrice dans l'équipe dans ce contexte. Et pour les forces, c'est toujours un travail de réflexion et un travail de conversation. Tu as besoin d'avoir assez de confiance dans l'équipe pour parler de ça. Mais chaque problème ou chaque idée ou chaque défi a des composants communs. Il y a toujours une phase d'analyse, de compréhension, de sensibilisation, de bâtir un portrait de contexte. Il y a toujours une phase de diverger, de chercher des solutions divergentes, de se pencher sur quelles sont toutes les options. Il y a toujours une phase de validation, une phase d'analyse de tout ce qui est possible. Et je trouve que dans l'équipe, il y a des personnes qui veulent être plus ou moins impliquées à chaque stade ou à plusieurs stades. C'est vraiment une question d'observer, quand est-ce que les gens se sentent satisfaits avec leur journée? Quand est-ce que les gens ont le goût de participer? Quand est-ce que les gens lean in? Quand est-ce que les gens demandent pour faire ça encore? Quand est-ce que les gens ne sont pas fatigués après avoir fait une tâche ou livré quelque chose? Et aussi l'inverse, quand est-ce que les gens sont moins motivés? Quand est-ce que les gens sont moins intéressés? Quand est-ce que les gens se demandent pour avoir d'autres choses? Donc, c'est vraiment juste parler en équipe de comment ça va pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'est-ce que nous énergise, qu'est-ce que nous bloque ou qu'est-ce qu'on trouve plate. Donc, il y a un peu cette question-là, cette notion d'empathie qui revient, on dirait, d'empathie, d'écoute des gens au niveau de l'opérationnalisation, de comment on travaille. Est-ce que je me trompe? On dirait qu'il y a cette notion-là pour être capable de dire que pour faire fonctionner mon organisation de manière agile, je dois, en partant, je dois être à l'écoute, en fait, puis c'est un peu le lien que je trouvais très intéressant que Laurent faisait. C'est-à-dire, bien, dans un des 5 principes, le dernier, c'est la participation. La participation ramène à la vision parce que si on écoute, on est à l'écoute de nos employés, on est à l'écoute de nos clients. Puis il y avait quelqu'un qui faisait un lien là, sur le chat à dire bien, aussi être à l'écoute des communautés, être à l'équipe de nos fournisseurs. À ce moment-là, ça va avoir une influence sur notre vision. Donc, cette notion-là d'empathie et de participation au niveau de la vision, mais aussi au niveau de l'opérationnalisation puis de comment est-ce qu'on travaille, être à l'écoute du rythme des gens et pas essayer d'imposer un rythme.
Oui, mais je pense que les meilleures solutions se penchent sur des meilleures relations. Donc, tu as besoin des gens autour de toi et des lignes de confiance et au moins une ouverture d'esprit. Donc, à l'intérieur d'équipe, c'est de garder 15, 10, 30 minutes par 1 ou 2 jours, juste pour se rester connecté, pour qu'on peut dire tout ce qu'on a besoin de dire. On peut avoir du plaisir, du fun, et on peut refocuser sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire et comment on aimerait procéder et qu'est-ce qu'on aimerait essayer. Et pas nécessairement la même formule tout le temps. Et qu'est-ce qui fonctionne pour nous? Qu'est-ce qu'on veut essayer et comment ça va? Donc, Oui, l'exemple, oui. Pour nous, un défi, dans notre équipe, on est toujours présenté avec des choses parce qu'on n'a pas de l'expertise de contenu ou c'est rare, avec des défis qu'on ne se comprend pas, qu'on n'est pas nécessairement familier avec. Un simple exemple, c'est l'année passée, on était donné la problématique comment est-ce qu'on peut aider une personne aveugle ou malvoyante de se guider dans une guerre dans une façon complètement autonome. Donc, on a commencé avec questions are more important than answers, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la vie de quelqu'un qui est aveugle? Quels sont les défis? Quels sont les sentiments? C'est quoi une journée dans leur peau? Après, meet them where they are. On a commencé avec, on n'a pas commencé avec des solutions, on a commencé avec des relations. On a parlé avec l'Institut national pour les aveugles, un autre Canadian Council of the Blind. On aimerait explorer cet défi, mais seulement si on peut le faire avec vous comme partenaire. Donc, ça veut dire que tout le monde a besoin d'avoir un certain confort avec l'inconfort, d'être vulnérable, d'être honnête et ouvert avec toutes les choses qu'on ne se connaît pas, avec tous les détails délicats de leurs sentiments, de leur vie. Et après, pour eux, c'était vraiment un choc d'avoir cette conversation parce qu'ils se disent souvent, malgré les meilleures intentions de tout le monde, de toutes les compagnies, souvent on est là juste pour couper le ruban à la fin. On n'est pas nécessairement impliqué dès le début. Donc, on a commencé avec des séances d'empathie. On a littéralement fait une pas à la fois, une étape à la fois dans la guerre et avec un millier de questions de comment tu sens, qu'est-ce que tu écoutes, est-ce que tu qualifiais ça comme au niveau de confiance, au niveau de perte, au niveau de l'anxiété. Donc, on a parlé de plusieurs aspects émotionnels. On a fait une map complète pour chaque zone dans la guerre. Et après, on a parlé de leur vie. On a fait plusieurs brainstorms sur qu'est-ce qui est le plus important. On a enlevé les contraintes, on a joué sur les assumptions. Et après ça, on a commencé avec getting better is more important than being right. Donc, on a réalisé, c'est un peu, c'est un des moments fait comme ça. On a réalisé que d'être aveugle, c'est pas nécessairement si différent que nous. Tout le monde a besoin des mêmes choses. Tout le monde a besoin d'avoir un sentiment de sécurité. Tout le monde a besoin ou a le goût d'avoir l'information sur qu'est-ce qui est autour d'eux, d'avoir d'être sensibilisé avec l'environnement. Et tout le monde veut des choix. Donc, le premier prototype qu'on a fait, l'équipe était l'appareil. C'est quoi l'appareil? On ne sait pas. Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est un appareil? Est-ce que c'est
une personne, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi la solution. Mais le premier prototype, on était la chose et on a interagi avec la communauté des aveugles. Donc, pour avoir leur attraction. Oh, quand tu me guides ici, je ne sais pas si je suis proche de ça où sont les toilettes ou ça va où? Comment est-ce que je peux manger dans le gare? Puis après ça, il y a une question qui vient de rentrer par rapport à ton exemple. Puis après ça, j'aimerais ouvrir le micro parce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, donc c'est le fun, le concept part. Est-ce que les séances d'empathie que vous avez faites sont faites en groupe d'usagers ou plutôt en one-on-one? En groupe. Donc, on cherche à faire un groupe de peut-être 5 à 10 personnes. C'est plus que le but avec cette norme, c'est d'avoir plus qu'une perspective, mais en même temps, d'avoir pas trop de monde pour que tout le monde puisse s'impliquer autant qu'il veut. Donc, on cherche une variété. Donc, par exemple, avec les aveugles, on a cherché pour des gens qui étaient malvoyants avec différents types de défis. On a cherché pour des gens qui étaient aveugles depuis qu'ils étaient nés. On a cherché pour des aveugles avec des défis de mobilité, des gens qui utilisent des camps, des jeunes qui ont un compagnon chien. On a cherché pour une bonne diversité de perspectives à l'intérieur de notre communauté. Mais surtout, on a cherché pour des gens qui veulent prendre ce voyage avec nous. Parce qu'on ne cherche pas pour avoir... Oui, on va créer et on a créé une solution technique, mais le succès de ça, c'est juste un produit de processus. Mais la chose clé était vraiment les relations. Donc, on veut travailler avec des gens qui sont intéressés à faire un partenariat avec nous pour l'explorer l'idée. On revient toujours à cette notion-là de relation, d'empathie, de connexion les uns avec les autres. Sur ça, écoutez, comme je disais, il y a Julie, Julie Cohen qui a une question. Ah, mais là, je crois que je l'ai perdue. Ah non, OK, c'est là. Excusez. Voilà. Donc, oui, Julie, à vous, à toi. Oui, on t'entend super bien. OK. Moi, je travaille dans le monde des technologies de l'information, mais quand on pense au TI, on pense souvent au logiciel. Mais moi, c'est surtout au niveau des routeurs, commutateurs, l'infrastructure physique, là, les serveurs stockage. Donc, ce que je vois comme ces dernières années, c'est qu'on parle beaucoup d'agilité, mais à chaque fois, je ne reconnais pas le monde de l'infrastructure des technologies de l'information qui est plus physique que par rapport à un logiciel. Vous avez parlé de la gestion de projets agiles, du monde des programmations agiles. Et qu'en est-il du support, l'infrastructure qui supporte les technologies? Comment voyez-vous? C'est ça, on essaie de faire un open mic pour parler plus concrètement, là. Donc, si on descend, on a des clients, nos clients représentent d'autres clients. Il y a différents groupes au sein même de ce qui est l'infrastructure physique. Le serveur, c'est quelqu'un de différent que le routeur et le câblage. Donc, je vous mets un peu ça comme ça. Quelqu'un qui voudrait une grosse boîte. En plus, c'est une grosse boîte publique, là. Comme on sait qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais comment pourrait-on commencer à mettre en pratique l'approche agile dans un domaine des technologies de l'information, mais plus physique? Donc, j'imagine que l'entreprise a des buts stratégiques. Peut-être par rapport aux ventes, peut-être par rapport aux services, peut-être par rapport au développement des technologies, mais j'imagine qu'il y a 2 à 4 buts plus larges. Donc, le processus, l'agilité, c'est vraiment c'est une façon de progresser vers la stratégie. La stratégie, c'est juste une posture générale
qui dit « j'aimerais aller vers quelque chose ». Donc, par exemple, on a tous des stratégies individuelles, peut-être pour la santé. C'est pas chaque jour pour 24 heures par jour que je suis allé courir dans la rue. Mais en général, j'aimerais avoir une meilleure santé. Donc, l'agilité, c'est de prendre une but et commencer avec qu'est-ce qu'on aimerait faire avec ça? Par où on pourrait commencer? C'est quoi nos hypothèses? Nos meilleurs clients, pourquoi ils nous aiment? Qu'est-ce qui les a empêchés de faire plus avec le produit? Donc, ça pourrait commencer très, très, très petit et très concret à dire comment est-ce qu'on veut explorer cette problématique? Et autour de ça, tu peux bâtir plusieurs processus, soit très simples ou très complexes, comme vous voulez, mais ça commence avec une fondation de c'est quoi la vision, c'est quoi le but partagé, par où on aimerait commencer, et maintenant, avec qui on aimerait faire quel résultat. Et de là, tu peux ajouter plusieurs pratiques. Moi, j'ajouterais, tu sais, comme cette question-là vient souvent dans une grande organisation qui peut être plus rigide, comment on peut faire. Le volet small, start small est très important. Puis, souvent, en fait, c'est de prendre, on a parlé beaucoup de mindset. Bien, le mindset, les principes peuvent être appliqués sans nécessairement parler de la méthodologie d'entrée de jeu ou de l'approche d'entrée de jeu. Il n'y a rien qui empêche à une équipe de travail, si petite soit-elle, et qui travaille sur de l'infrastructure, TI ou d'autres choses, de dire, bien, OK, on va aller poser la question à nos utilisateurs ou aux autres équipes avant pour bien comprendre ce dont ils ont besoin, pour se lancer dans l'empathie. Il n'y a rien qui empêche des fois revoir. On a tous dans nos organisations déjà des rencontres hebdomadaires, des rencontres mensuelles. Bien, il n'y a rien qui empêche de transformer, si on veut, la manière dont on fait les rencontres, qui est souvent, bien, OK, qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée? Y a-t-il des points d'information là-dedans? Et de transformer la manière dont on organise le travail, de dire, bien, OK, mais pendant nos rencontres, on va plus essayer de parler d'une problématique, de ce qu'on va être en mesure d'accomplir pendant la prochaine semaine, pendant les prochaines 2 semaines, en s'assurant de toujours revenir à mais pourquoi est-ce qu'on le fait, qui est le volet vision d'un département. Parce que même dans une organisation, on parle souvent des fois d'un modèle d'opération des fonctions ou des équipes. Bien, une entreprise a une vision, soit, et a une mission, et a des objectifs. Mais une équipe de travail a la même chose. Elle a une mission, elle a une vision qui peut être de donner le service à d'autres équipes, et elle a des objectifs. Et donc, il faut être capable de ramener ça et de travailler dans ce cadre-là. On est capable de mettre en place les principes d'agilité. Parce qu'il ne faut pas attendre, en fait. Vas-y, Laurent. Ouais, si je peux ajouter quelque chose à ça, parce que j'entendais dans l'arrière-plan une question qui revient assez souvent sur les secteurs industriels. Puis on a les mêmes questions sur créativité, innovation, etc. C'est pas une question de secteur industriel. C'est une question de management. Et donc, j'aimais beaucoup là, le point de départ aussi mentionné par Sean, puis rappelé par Olivier, en disant qu'au fond, le point de départ, il peut être relativement simple. C'est celui des irritants ou des petits puits de valeur qu'on voudrait être capable d'explorer. Donc, dans la relation au client, quels sont les irritants que l'on connaît de notre produit, de notre service? Quelles sont les petites choses qui semblent pas fonctionner? Quelles sont les intuitions qu'on peut avoir sur des éléments de valeur qui pourraient être ajoutés à notre produit, à notre service? Donc, le point de départ, c'est ce décentrement, hein, c'est cette mise à la place soit de l'employé, soit de l'usager, soit du client, qu'on soit en B2B, en B2C, et puis d'essayer d'identifier les petites choses qu'on a envie de travailler ensemble. Donc là encore, l'esprit, il est beaucoup sur est-ce qu'on a une intuition? Est-ce que cette intuition, elle est alignée avec nos besoins stratégiques? Est-ce qu'on est capable de mobiliser quelques personnes autour de cette intuition qui ont le goût de creuser et qui ont le goût, comme insistait Sean, de se poser des questions?
C'est-à-dire de se méfier un peu des vérités établies, qu'on a le goût de jouer avec cette question-là. Et ça peut se faire dans n'importe quelle industrie. Ça se fait au public, ça se fait au privé, ça se fait dans des startups, ça se fait dans des PME. Et puis là-dessus, j'aimerais revenir aussi sur une autre des questions qui était apparue, qui était sur le rapport au temps. J'ai mentionné cette importance du recul, de la réflexivité, etc. Ça, c'est une responsabilité du management. C'est probablement aujourd'hui le rôle essentiel que le management peut jouer. Un superviseur d'équipe, à un moment, doit avoir le courage de dire, ben voilà, on est dans les opérations, on est le nez collé aux opérations, il faut s'autoriser à réserver du temps pour questionner ce qu'on fait. Parce que si on ne le fait pas, de toute façon, les questions difficiles, elles vont revenir. Elles vont toujours nous revenir dans la face. Donc là, il y a une forme aussi de courage organisationnel qui est nécessaire pour dire on doit être capable de prendre du recul sur ce qu'on fait pour se poser la question des améliorations et finalement pour se poser la question de l'innovation. L'innovation, comme les autres, c'est une activité comme les autres. Donc si on veut que ça arrive, il faut y mettre du temps. Parfois aussi, le plus facile point de départ, c'est juste le partage d'informations. C'est surprenant à quel point l'information reste dans les silos. Et souvent, juste de chercher pour une base de l'information aide beaucoup. Il y a l'évidence qui montre que même juste expliquer comment l'organisation fonctionne pour générer la valeur et c'est quoi le modèle d'affaires en arrière du business, ça peut augmenter la performance d'un employé de 63%. C'était une étude faite par McKinsey. Mais juste d'avoir cette compréhension de comment on génère la valeur ici, comment ça fonctionne pour nos clients, ça donne beaucoup d'informations sur comment ça fonctionne, au moins présentement, l'entreprise, que parfois, même avant d'aller vers des méthodes agiles, juste de démocratiser l'information peut aider beaucoup. Vas-y, Laurent. Oui, non, excuse-moi, Olivier, si je peux ajouter là-dessus, ce que j'aime beaucoup ici, c'est évidemment partager, démocratiser cette information, essayer de réfléchir collectivement à comment on génère de la valeur et donc, à nouveau en empathie, quels sont les besoins des clients, quels sont les besoins des usagers, mais aussi d'avoir le courage de partager les questions. Pas uniquement l'information, mais les questions. Sean évoquait tout à l'heure les doutes, par exemple, qu'on peut avoir. Bon, ben, notre client, pourquoi il doute de nous, par exemple, parfois ? Ou tel employé, pourquoi il doute de nos process. Et donc, c'est ce partage des questions aussi qui va engendrer là, ces mécaniques, ces mécanismes là, de questionnement, de réflexion et de remise en question qui sont nécessaires. C'est intéressant le volet valeur, évidemment, le volet questionnement, puis ça emmène à une question qui a été posée, qui est dans un contexte de travail, quand on se lance dans un processus d'empathie, est-ce que c'est préférable d'exclure les patrons pour permettre une plus grande libre expression? Et donc, on a besoin des patrons, mais des fois, on en a peur. Comment vous voyez ça? Comment vous avez vu ça? Je pense que c'est hyper aussi pertinent dans le contexte dans lequel on est, où la transformation dont on parle nécessite une nécessaire remise en question de qu'est-ce qui amène de la valeur et qui peut venir rentrer en contradiction avec ce que les patrons pensent. Comment on travaille tout le monde ensemble, finalement, là? Juste, si je veux réagir à ça, j'aurais une réponse très facile. La première qui serait de dire ça dépend des patrons. La deuxième réponse, j'espère qu'elle va être un peu plus fine, mais c'est de questionner la posture. La question, c'est pas le patron, la question, c'est la rigidité hiérarchique. Donc, est-ce qu'on est capable d'être en rôle de gestionnaire, en rôle dans un brainstorm, par exemple, ou dans une réflexion sur les doutes, sans assumer complètement le rôle hiérarchique. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, effectivement. Et donc, ça pose aussi la question de l'imposition d'un pouvoir personnel sur des dynamiques qu'on voudrait collectives et questionnantes. Okay. Mais je pense qu'aussi, ça touche la question de comment gérer des attentes. Et c'est pour ça qu'on commence avec d'avoir raison, c'est souvent un piège. Donc, si tu peux montrer que tu fais essayer quelque chose, tu ne sais pas si ça va marcher. Peut-être ça va être difficile. Peut-être il y avait
ont prévu d'avoir des erreurs d'apprentissage, en autre mot. C'est une question de gérer des attentes autour de dans quelle direction, dans quel momentum est-ce qu'on aimerait créer et quel espace ou quelles ressources est-ce qu'on a besoin pour créer cette momentum. Donc, c'est pas de faire nécessairement des promesses, des promis, mais de chercher pour l'espace pour expérimenter avec quelque chose. Cool. Avant de continuer, j'aimerais ça dire, il nous reste 8 minutes, donc s'il y a des gens, je vois des questions qui rentrent par écrit, lancez-vous là, s'il y a des questions qui veulent, si vous voulez, des courageux qui veulent les poser à l'audio, on veut entendre vos voix. Ce qui nous emmène à une question. On parle de... justement, j'allais répondre à la question de quelqu'un qui veut parler, alors je vous laisse la parole. Monsieur ou Madame Gélina, je vois S. Gélina, alors je ne sais pas quelle base ça prend. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Je travaille pour une entreprise manufacturière. Alors, on produit de la boisson, puis on se rend vraiment, on fait toutes les étapes vraiment au niveau de la fabrication, de la livraison, jusque chez le client. La seule étape qu'on ne fait pas finalement, c'est les consommateurs. On a une équipe en tout cas, pour faire une histoire courte, on est en phase de signature de contrat pour une implantation ERP. Ma compréhension, c'est qu'un ERP, c'est plus du waterfall d'habitude parce que là, on build toute l'année, puis finalement, au bout d'un an, on balance le projet, on implante le projet à une date spécifique. Fait que dans quelle mesure l'agilité peut s'introduire là-dedans? Je comprends que moi, mes projets, je peux les gérer de façon agile pour mener à la fin, mais ultimement, pour l'utilisateur, pour lui, ça va être comme du waterfall. Il n'y a rien, puis du jour au lendemain, il y a une nouvelle bébelle. Vas-y, Sean. Donc, quand tu as deux processus qui focusent sur des choses différentes, c'est toujours difficile. Donc, le waterfall, c'est vraiment un processus pour essayer d'appliquer tous les principes de gestion de projet traditionnels. Et le processus agile, c'est beaucoup plus focusé sur qu'est-ce qui est le plus important pour les utilisateurs ou les usagers à plusieurs niveaux. Donc, c'est difficile de les faire en même temps. Mais c'est possible de créer des zones d'agilité. Ça veut dire des équipes qui fonctionnent en mode agile, même si la structure plus grande est plus axée vers le waterfall. Mais si tu fais ça, tu as besoin de créer vraiment des rôles clairs avec des accountability très, très clairs et aussi d'avoir un type de gouvernance qui protège l'équipe qui fonctionne en mode agile parce que les livrables en mode agile ne vont pas nécessairement aligner avec les livrables waterfall en termes de comment ils se découlent dans le temps. OK. Puis j'ajouterais Parce qu'un des problèmes avec Vas-y. Allez-y. Parce qu'un des problèmes avec ce genre de projet-là, c'est 1 an et demi de révision de processus d'affaires, blablabla. Puis comme on est dans le domaine des ventes, les besoins sont susceptibles de changer très rapidement. Fait que là, c'est quoi? Est-ce qu'on décide de... Est-ce que ça peut être considéré? On implante l'entrepôt, puis après, on implante, je ne sais pas, tout le côté plus vente, puis après, tout ce qui est data. Sauf qu'à la base, ça se nourrit tout en même place. Fait que je vois difficilement comment l'agilité peut s'introduire là-dedans. Là. En fait, c'est sûr qu'il y a tout le volet, il y a tout le volet stratégie de déploiement. Parce qu'ultimement, la fiche de maître.
Si c'était... Vas-y, Olivier. Non, c'est ça. Ben, je pense qu'il y a vraiment des points super, super intéressants. Puis on pourrait aller vraiment, vraiment en détail sur les implantations ERP parce que c'est réellement c'est un sujet qui est très, qui est très profond. Je pense qu'on parlait de zone d'agilité, puis sur un projet long, surtout quand on parle de processus, on n'est pas obligé les processus peuvent s'ajuster aussi en mode agile. La cueillette de requis peut être faite en mode agile. Quand on parle il y a tout le volet posture, il y a tout le volet empathie, comment est-ce qu'on va travailler avec les gens pour que quand le changement arrive, ben il y a vécu plusieurs changements et que le volet technologique, quand on parle du go live et de mettre la switch à on, ne soit qu'une étape, en fait, dans le projet et pas nécessairement l'étape finale. C'est comme ça, je pense, qu'on peut réussir à faire de l'agilité, même dans un projet ERP. Okay. Oui, je vois Laurent qui parle, qui veut... Ouais, il y a une autre question intéressante que j'aimerais aborder. Là, puis, très vite. C'est une question compliquée parce que l'implantation ERP, c'est une espèce d'architecture qui va être très back-end. Mais c'est sûr que dans l'implantation elle-même et la gestion du changement, de fait, vous allez vous engager dans de l'agilité. Alors, ce qui est assez emblématique là-dessus, c'est que les grandes entreprises qui sont des fournisseurs d'ERP sont parmi celles qui, ces dernières années, ont le plus investi sur le développement de leur capacité agile, leur développement sur les apprentissages en design thinking et autres. Typiquement, SAP, IBM et toutes ces organisations là. Donc, les deux sont compatibles, mais on ne parle pas évidemment des mêmes échelles. Okay. Et, super intéressant. Puis là, dernière question, parce qu'il nous reste seulement 2 minutes. Dans un contexte de turbulence comme celui qu'on vit, celui qui a les cordons de la bourse peut freiner les innovations. Quels arguments faire valoir? Je pense que ça, c'est des grosses discussions qu'il va y avoir au niveau des comités exécutifs. Là. Oui, on veut innover, mais en même temps, on ne veut pas dépenser. Quoi faire, en fait? Comment les équipes peuvent progresser à travers ça? Donc, je pense que c'est une question de à quel point est-ce que vos revenus sont impactés et c'est quoi la durée anticipée pour revenir à la normale en termes de revenus? Si il y a des entreprises en ce moment qui font plus de l'argent, Zoom, par exemple. Donc, c'est vraiment une question de t'es où en termes de temps pour un retour et en termes de l'impact sur les revenus. Il y a beaucoup d'évidence qui montrent que maintenant, c'est le temps d'investir. Je pense que je ne peux pas rappeler les statistiques, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées dans la dernière crise économique. Slack, Airbnb, il y avait Square, je pense. Il y avait 8. Mais en général, tous les investissements au niveau macro, si on prend 1000 entreprises ou 100 entreprises, les entreprises qui investissent maintenant dans des nouveaux produits, des nouveaux processus, des nouveaux services, des nouvelles expériences pour leurs clients, soit à l'interne ou à l'externe, ils ont des bénéfices dans le temps qui suit. Donc, il y a l'évidence qui est disponible publiquement qui montre que c'est le temps de faire des ajustements et il y a une bonne ROI en général. Super. Laurent, as-tu quelque chose à ajouter, en fait, pour même conclure notre discussion? Très court, mais en appui à ce que vient de dire Sean. Ça a été démontré par d'ailleurs plusieurs prix Nobel en économie. Aujourd'hui, il y a moins de risques à innover qu'à ne pas innover. Et ça, c'est une grande leçon des crises. Les gens qui sortent des crises plus forts sont ceux qui évitent d'être le chevreuil pris dans les phares. Et donc, c'est ceux qui essayent des choses. C'est ceux qui s'engagent. On n'aura pas on ne sait pas, on est myope. Donc, il faut s'engager dans de l'action, le faire ensemble, le faire de façon réfléchie, systématiquement, sur ces itérations courtes, et puis toujours en essayant de tenir compte, effectivement, de ce qu'on essaie d'accomplir. Est-ce que ça génère de l'utilité? Est-ce que ça génère de la valeur? Est-ce que c'est aligné avec notre projet, puis avec les besoins des usagers, mais aussi des clients? Parfait. Bien, écoutez,
Merci beaucoup. 13h01. Je pense que, comme je disais, c'est important de rester dans le temps parce qu'on a d'autres Zooms et d'autres Teams qui nous attendent. Merci beaucoup, Sean. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup tout le monde qui ont participé, qui ont été avec nous aujourd'hui. On va repasser à travers les différentes questions qu'on a eues. S'il y en a qu'on a échappé, on va envoyer un courriel plus tard cet après-midi puis on va essayer d'avoir des réponses pour l'ensemble des questions. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Vous allez recevoir un sondage et puis c'est notre premier open mic d'une série qui tournera autour de l'innovation et de la reprise. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Olivier. Merci tous. Merci. Merci Salut. tout le monde.